suis ravie de vous rencontrer ce soir dans ce lieu que je découvre et qui est dans une certaine mesure sacré et dans une certaine mesure aussi éminemment émouvant et humain, je pense, pour chacun d'entre vous, mais aussi pour moi, qui ai eu à fuir un pays autrefois et qui sait très bien d'expérience à quel point toute personne qui puisse tendre à ceux qui arrivent une main secourable, ne serait-ce que leur dire quelques mots de bienvenue, est vraiment importante et peut vous permettre, dans ce genre de situation, de survivre physiquement, mais aussi moralement. Parfois, la mort morale est plus à craindre que la mort physique. Donc c'est pour vous dire à quel point je suis heureuse d'être ici avec vous, précisément ici, dans ce lieu dont j'ai appris tout à l'heure par Isabelle Nemirovsky qu'il existait, qu'il fonctionnait déjà en tant que lieu d'aide dès 1914, donc cela fait déjà 107 ans que ce lieu a ses fonctions qui sont vraiment éminemment bénéfiques et précieuses. Alors, puisque nous sommes filmés, je vais répéter ce que j'ai dit en arrivant tout à l'heure pour les personnes qui vont regarder la vidéo, pour leur éviter de rester tout au long de la conférence intrigués, autrement dit fascinés par l'aspect de ma figure, ce qui risque de les empêcher de faire attention à ce que je pourrais dire. Donc, chers amis spectateurs, ne soyez pas inquiets pour moi, il ne m'est rien arrivé de grave. J'ai fait une toute petite glissade dans la salle de bain, comme ça arrive souvent à beaucoup de monde, et je m'en suis sortie avec une petite écorchure. Donc je la cache parce que le port du masque n'arrange vraiment pas les choses. Donc ne soyez pas inquiets, je n'ai absolument aucun problème de santé en dehors de cela. Et ceci dit, nous allons passer à l'essentiel de la conférence qui s'intitule « Comment écrire un récit biographique quand on est auteur de fiction ?» Vaste question, je vais essayer d'y répondre dans la mesure de mes possibilités, en vous parlant d'abord de ce qu'est la particularité, la spécificité de la fiction, toutes les choses essentielles qui font que la fiction se distingue des récits documentaires ou biographiques, du moins les choses qui me paraissent essentielles à moi en tant qu'écrivain de fiction. Alors il faut peut-être préciser que j'ai toujours fait de la fiction depuis toute petite. J'en faisais déjà avant d'avoir appris à écrire, c'est-à-dire je racontais des histoires inventées de toutes pièces à voix haute dans mon coin, et de temps en temps les adultes en entendaient des bribes et me demandaient ce dont il s'agissait, et naturellement je prenais encore plus de plaisir à fabuler à leur profit. Donc c'est pour vous dire que, en quelque sorte, j'ai commencé à faire de la fiction quand j'ai appris à parler, et je n'ai jamais cessé sous différentes formes. Tantôt, quand j'étais enfant et adolescente, j'écrivais des nouvelles. Indépendamment de cela, j'ai écrit et je continue d'écrire de la poésie aussi, mais ce n'est pas vraiment le sujet de cette conférence. Mais c'est pour vous dire que pour moi, ce qui est parfaitement naturel depuis toujours, c'est de faire de la fiction. Et non pas de faire des récits factuels. Et je n'aurais jamais cru, pendant des décennies et des décennies, je suis restée persuadée que jamais, au grand jamais, jamais de ma vie, je ne ferai autre chose que de la fiction ou de la littérature pure, si ce n'est que j'ai publié par le passé quelques ouvrages critiques, mais ça, ce sont vraiment des écrits d'un tout autre genre, tout comme la thèse d'Isabelle. Isabelle connaît d'expérience le processus d'écriture. C'est un processus d'écriture qui, premièrement, ne nécessite pas une vraie inspiration et qui, deuxièmement, peut être maintenu quand on a une tâche critique à accomplir. Eh bien, on peut la maintenir, même si elle ne nous procure aucun plaisir, un petit peu comme on écrit ses devoirs quand on est encore à l'école. C'est un exercice un peu du même genre. En revanche, la fiction a plusieurs particularités et qui font qu'elle est vraiment à la fois quelque chose de radicalement différent de la critique ou du récit documentaire et à la fois quelque chose, du moins de mon point de vue, d'éminemment délectable, c'est-à-dire de préférable de très loin comme expérience d'écriture à toutes les autres formes d'écriture que je peux pratiquer. Ce disant, je ne veux absolument pas dire que quand on fait de la fiction, on nage de la béatitude dans la béatitude du matin au soir et que ça n'implique aucune difficulté, mais tout à l'heure je vous expliquerai un petit peu plus précisément pourquoi je dis que c'est délectable par opposition avec tout le reste, mais ça a des particularités
qui procure un plaisir spécifique et absolument incomparable avec le plaisir qu'on peut prendre, par exemple, à bien trousser un article critique ou à achever sa thèse ou quelque chose comme ça. Je parle de thèse parce que moi aussi, beaucoup plus tôt qu'Isabelle, j'ai fini la mienne. Il y a déjà belle lurette, donc je connais cette expérience, l'expérience du travail sur une thèse aussi, de l'intérieur, pas uniquement de l'extérieur. Alors, la première chose qui crée pour moi la spécificité de la fiction, c'est quelque chose qui est lié à la notion de démiurge. Le romancier, c'est l'équivalent, et ça peut paraître très présomptueux d'un certain point de vue et très cocasse d'un autre point de vue, mais c'est tellement vrai que tous les linguistes vous le disent. Quand vous êtes à l'université, quand vous faites des études de lettres et qu'on vous explique en linguistique le statut du narrateur omniscient, on vous l'explique en vous disant c'est l'équivalent de Dieu le Père. Oui. C'est le narrateur omniscient, et le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le démiurge, c'est le créateur de l'univers. Il est tout puissant, il n'a pas de limite du tout, c'est-à-dire c'est lui qui fixe les limites de sa création, personne ne lui dicte les limites. Et par ailleurs, il est omniscient, c'est-à-dire il connaît tout sur le passé, sur le présent et sur l'avenir. Ça, c'est la définition, aussi bien la définition de Dieu, le créateur de l'univers, que la définition du narrateur omniscient, autrement dit du romancier. Pourquoi autrement dit du romancier? Parce que dans les autres genres littéraires, l'omniscience n'existe pas. C'est-à-dire, quand vous faites un travail critique, vous n'êtes pas omniscient. Vous faites semblant par moment de l'être, c'est-à-dire vous prétendez détenir la vérité sur tel sujet, mais tout le monde le sait, tacitement ou explicitement, que vos concurrents, vos rivaux scientifiques ont la même prétention à détenir le savoir, et que puisque par définition chacun a dans un domaine scientifique ou critique la même prétention, c'est que nul n'est omniscient, par définition. Par ailleurs, on peut se rappeler la définition de la science par Karl Popper, qui remonte aux années 50, et que je trouve absolument insurpassable, c'est-à-dire je n'ai jamais rencontré une définition de la science qui me conviennent philosophiquement parlant, parce que j'ai fait quelques années un petit peu aussi de cursus de philosophie. Aucune ne me convient aussi bien que la définition de Karl Popper, qui est la suivante: est scientifique ce qui s'avoue réfutable. Donc vous voyez bien ce que ça veut dire. Le scientifique, par définition, n'est pas omniscient, l'essayiste ne l'est pas non plus. Et ce qui nous intéresse tout particulièrement dans le contexte de l'opposition entre la fiction et le récit documentaire ou biographique, par définition, l'auteur de récits documentaires ou biographiques n'est pas omniscient non plus, parce qu'une autre personne, sur le même sujet, ferait un autre livre, et qui pourrait le contredire à maints endroits, voire déterrer des faits dont le premier auteur qui a traité le sujet n'avait pas connaissance, etc., etc. Pour revenir à mon histoire de Dieu le Père, à laquelle je suis extrêmement attachée, vous vous souvenez certainement de la phrase « au commencement était le Verbe ». Elle est très significative. Premièrement, parce que nous avons appris qu'elle a été écrite sous inspiration divine, ce qui, à mon sens, est indiscutable. Mais deuxièmement, ce qu'aucun exégète ne vous dira, parce que tout romancier pourrait la contresigner. Autrement dit, l'auteur biblique qui a rédigé cette phrase, c'était un romancier, de toute évidence. Il savait ce dont il parlait, parce qu'en fait, il parlait de lui-même, indirectement. Donc, pourquoi je vous disais tout à l'heure, ça peut paraître très présomptueux, mais en réalité, ça ne l'est pas vraiment. Pourquoi ça ne l'est pas vraiment? Parce qu'en fait, il s'agit tout bêtement d'un mécanisme psychique qui se manifeste, c'est-à-dire quand je compare ou quand les linguistes comparent le narrateur omniscient avec le démiurge, ce n'est pas une façon de dire que c'est un démiurge, c'est une façon de dire que le mécanisme psychique qui gère la création de fiction est de cet ordre-là, en fait. Et ça se manifeste, ça a des manifestations très 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 concrètes et très intéressantes, et c'est là que je vais en arriver à l'étape où je vais vous faire entendre pourquoi c'est délectable. Il y a une manifestation très importante de cette propension à créer, à faire de la fiction, et qui est elle aussi tout à fait comparable au processus de la création de l'univers par le démiurge et à ses conséquences. Nous avons appris que
quand Dieu créa le monde, il trouva que c'était bon, et nous avons appris que Dieu aime toutes ses créatures. Est-ce la même chose pour le romancier? Tout à fait, à condition que ce soit un romancier vraiment bon, dans les deux sens du terme. Autrement dit, premièrement, un romancier doué, et deuxièmement, un romancier qui éprouve de bons sentiments pour ses créatures, y compris pour les plus ignobles d'entre elles. Oui. Si vous êtes un romancier qui n'est pas bon, dans les deux sens du terme, premièrement, vous allez diviser vos créatures en bons, les bons contre les méchants, et puis vous allez démontrer une thèse ou quelque chose comme ça à travers leur affrontement, et les méchants seront exécrables, et puis les bons seront intégralement bons ou presque. Si vous êtes un bon romancier dans le double sens du terme, d'abord vous les aimez tous. Aussi affreux qu'ils soient, vous aimez les meilleurs comme vous aimez les pires. Ce qui fait qu'au lieu de porter un jugement sur les pires, vous allez essayer de mieux les connaître et de mieux les faire connaître à vos lecteurs, ce qui implique encore une petite précision, un petit peu d'ordre à la fois, un tout petit peu théologique et un peu plus philosophique, c'est la distinction entre le savoir et la connaissance. Vous savez que dans la Bible, connaître quelqu'un sous-entend un rapport érotique. Sur un autre plan, on peut dire que la connaissance sous-entend toujours une certaine forme d'amour. Quand nous nous intéressons aux êtres, quand nous nous intéressons vraiment aux êtres, c'est parce que nous les aimons d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la moindre anecdote que nos parents ont pu nous raconter quand nous étions petits, ou bien que nos frères et sœurs, ou que nos amis les plus proches, ou que l'être que nous aimons le plus peut nous raconter, parce que l'amour que nous éprouvons pour ces gens nous incite à nourrir notre connaissance d'eux. Et c'est pour cela qu'on ne connaît jamais aussi bien les gens que lorsqu'on éprouve, si possible depuis longtemps, une forme d'amour pour eux, qu'il s'agisse d'amour parental ou filial, qu'il s'agisse d'amitié, qu'il s'agisse d'amour dans le sens proprement amoureux, sensuel, érotique du terme, ou qu'il s'agisse de l'amour qui pousse quelqu'un à écrire la biographie, par exemple, de Napoléon. Vous voyez, on n'a jamais, la grande majorité des biographes de Napoléon ou de n'importe quel personnage célèbre ne l'ont naturellement jamais croisé, parce que par définition, dans la plupart des cas, quand le personnage était encore en vie, soit personne ne songeait à écrire sa biographie, soit s'il détenait le pouvoir, il n'avait pas très envie de se laisser portraiturer sans exercer un contrôle maximal. Donc par définition, la plupart des biographes d'hommes célèbres ne les ont jamais croisés. N'empêche, ils les aiment, d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que dans une certaine mesure, ce qui fait qu'ils s'intéressent à eux, et ce qui fait qu'ils sont prêts à consacrer plusieurs années de leur vie à travailler sur ces personnages-là. Ça, dirais-je, ce sont différents exemples qui permettent de définir la connaissance. Et la fiction est de l'ordre de la connaissance, pas du savoir. La fiction procède par étapes. Un roman, ça s'écrit très lentement. Tout à l'heure, vous allez pouvoir feuilleter, éventuellement vous faire dédicacer si vous avez envie de le lire, le roman qui s'intitule La traversée des Alpes et qui est à ce jour mon œuvre de fiction la plus importante par le volume comme par les efforts que j'ai pu mettre à l'achever. Ça dépasse les 800 pages, vous voyez, et ça m'a pris 9 ans de travail d'écriture. Et c'est pour dire que quand on écrit un roman de plus de 800 pages sur une période de 9 ans, naturellement, l'idée qu'on se fait de ce que ce roman sera et de ce que les personnages seront à l'étape initiale de l'écriture n'est pas du tout la même que celle qu'on se fait quand on approche de l'étape finale. Et le parcours qui sépare ces deux étapes, c'est un parcours de connaissance. On aime ces personnages, on s'intéresse aux situations dans lesquelles on les met, et en travaillant étape par étape, un petit peu comme un palimpseste où il y a différentes couches qui se superposent, on en arrive à approfondir sa connaissance de ces créatures qui vous sortent en quelque sorte des entrailles, symboliquement parlant, et puis de ce que ces créatures vont pouvoir vivre entre le début et la fin du roman. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est la connaissance qui est toujours liée à l'amour. Quelle est la différence entre ça et le savoir? Le savoir, c'est quelque chose qui repose essentiellement sur des faits.
Un CV qu'on donne à un employeur potentiel, c'est du savoir qu'il va acquérir sur nous. Ça ne va pas forcément de pair avec la sympathie, sans même parler d'amour. Et ça peut très bien aller de pair avec la coercition et l'extermination. Les nazis, de triste mémoire, ont fait un certain nombre de fichiers avant de passer à l'étape suivante. Et les fichiers, hélas, c'était du savoir. Ce n'était pas de la connaissance. Ceci dit, pour revenir à ce qui peut faire donc le plaisir de la fiction pour l'écrivain quand on travaille là-dessus, c'est d'une part le processus de création qui est amour et connaissance, c'est-à-dire qui est empreint d'énergie positive et qui fait que même quand ça vous coûte beaucoup d'efforts et même quand ça vient mal, parce qu'il y a toujours des étapes où ça vient mal, où vous avez l'impression que vous êtes bloqué, que telle situation ne donne pas des choses assez intéressantes ou que tel personnage, finalement, vous n'arrivez pas à l'approfondir comme vous aimeriez le faire, même s'il y a des périodes de souffrance, n'empêche, quand le processus de création se relance, l'énergie positive et délectable de l'amour et de la connaissance ressurgit et vous pouvez encore une fois vous plonger dans cette sorte de bain, un peu de jouvence d'une certaine manière, où le monde qui est le roman est encore à créer. Le monde est en train d'être créé, mais la création n'est pas encore achevée, ce qui est une chose exaltante en soi. Et où c'est à vous de pousser en quelque sorte les personnages, les situations, tout ce qui se passe vers l'étape suivante de leur parcours, autrement dit de votre création. Certains lecteurs considèrent, quand on leur parle de ce genre de processus, que c'est un plaisir qui est de l'ordre de la volonté de puissance ou de pouvoir, puisqu'ils disent, au fond, votre plaisir à créer, c'est un plaisir à régner sur vos créatures. Moi, je me dirais, certains écrivains trouvent que c'est ainsi. Moi, personnellement, je ne dirais pas que ça soit le cas, d'après mon expérience, parce que je ne tiens pas absolument à maîtriser mes créatures à toute étape. Par exemple, je ne fais jamais de plan pour un roman. Même si le roman va faire 800 pages, ce qui est vraiment, comme disait Proust, pour ça sans me comparer à lui, mais il avait factuellement parlant, il avait tout à fait raison, il disait on ne peut pas faire une construction pour un roman de 1000 pages ou 1500 pages comparable à celle qu'on ferait pour un roman de 200 pages, parce que c'est du même ordre que le problème qui consiste à construire une petite chapelle et puis Notre-Dame de Paris. Il faut inventer les arcs-boutants. Avant d'en arriver à construire Notre-Dame de Paris, il faut inventer les arcs-boutants. Il faut des éléments de structure d'un ordre complètement différent par comparaison avec ceux qu'on peut utiliser pour un écrit assez court. Ce n'est pas du tout, structurellement parlant et techniquement parlant, ce n'est pas du tout du même ordre. Mais donc, pour revenir à la question de la volonté de puissance et du plaisir de régner sur les créatures, moi, personnellement, je ne fais pas de plan, jamais, même pas pour un roman de 800 pages. Donc, je ne sais jamais, je ne remplis jamais des cases quand je rédige. Et ça fait partie des choses qui font que pour moi, la vraie délectation, la délectation fondamentale que j'éprouve à créer un univers, symboliquement parlant, en écrivant un roman, en fait, c'est le délice d'être libre. C'est le plaisir de la liberté. Je sais que ne faisant pas de plan, je peux changer d'avis, même si j'ai une ébauche d'intrigue pour tel personnage, par exemple, ou même pour l'ensemble des personnages, ou pour un couple d'amoureux ou quelque chose comme ça. Je suis libre à tout moment de changer d'avis. Au fur et à mesure que j'approfondis la connaissance des créatures que sont les personnages, je peux toujours changer d'avis. La fin que j'avais prévue, si jamais j'ai prévu une fin pour un roman quand je commence à l'écrire, elle peut changer de tout. Je ne remplis pas de cases, c'est la liberté, et ce sont un peu les personnages qui vont me suggérer, dans certains cas, des développements que je n'aurais pas du tout prévus, mais qui, à travers la connaissance des personnages qui s'approfondissent, s'imposent. Donc ça fait plaisir. Ce genre d'expérience intérieure fait partie, je dirais, des plus grands plaisirs de l'existence. Et je suis sûre que tout autre romancier qui travaille de cette manière, c'est-à-dire pas en remplissant des cases, mais en cherchant à approfondir la connaissance des personnages et puis à donner libre cours à ses choix potentiels, c'est-à-dire à sa marge de liberté, je suis convaincue que tout romancier travaillant ainsi éprouve cette délectation qui est en elle-même immense. Mais il n'y a pas que cela.
il y a une autre forme de plaisir qu'on éprouve quand on écrit de la fiction et qui nous renvoie encore une fois aussi à la comparaison avec le démiurge. C'est que tout comme l'espace et le temps et l'univers n'existaient pas avant que Dieu ne les crée, et tout comme ils ne sont pas le lieu qui le contient, où il se situe, de la même manière, quand vous avez de l'inspiration et que vous faites de la fiction, vous êtes complètement hors de votre corps, vous êtes hors de vos 3 dimensions charnelles et vous êtes complètement hors du réel. Et les psychologues et les hypnotiseurs, tout particulièrement les hypnotiseurs le savent, c'est-à-dire c'est scientifiquement démontrable. Vous perdez tout comme un état d'hypnose. J'ai parlé longuement de ça avec une excellente hypnothérapeute dont j'ai fait la connaissance il y a une dizaine d'années et qui me disait, mais en fait les artistes, les écrivains et les autres artistes, ce sont les gens les plus faciles à soigner par l'hypnose, à hypnotiser déjà pour commencer, parce que l'inspiration c'est une forme d'hypnose, c'est un état hypnotique. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, quand vous avez un afflux puissant d'inspiration, vous pouvez passer 8, 10, 12, 15, 20 heures, voire 24 heures, sans discontinuer d'écrire, et sans éprouver la moindre gêne physique. C'est-à-dire, vous n'avez pas faim, vous n'avez pas soif, vous êtes ankylosé, mais vous ne vous en rendez absolument pas compte, vous n'avez pas de fourmis dans les jambes, alors que, concrètement parlant, ça se devrait, et puis, vous ne souffrez de rien. Tant que l'inspiration dure, vous avez l'impression, alors que ça dure depuis des heures et des heures, jusqu'à 24 heures, ça m'est arrivé d'écrire 24 heures d'affilée dans de rares cas, et vous n'avez absolument pas l'impression que des heures et des heures se sont écoulées. Et ça aussi, sous hypnose, on a la même expérience. Vous avez l'impression que ça fait très peu de temps, depuis le moment où vous avez commencé à écrire. Ce qui prouve, encore une fois, pour revenir à la comparaison que j'adore avec le démiurge, vous voyez, c'est ce que l'être humain peut connaître de plus proche de ce qui nous est dit sur le démiurge, qui n'est pas à l'intérieur de l'univers qu'il crée. On ne sait pas trop où il est, mais il n'est pas contenu par cet univers. Et puis, il n'est pas limité par l'espace et par le temps. Et je dois dire que cette expérience, pour les gens qui n'aiment pas trop, je dois avouer que je fais partie des gens qui n'aiment pas trop la réalité et leur expérience concrète de la vie sur Terre, ici et maintenant. Et je dois dire que pour quelqu'un qui, comme c'est le cas de nombreux romanciers, n'aime pas trop le réel, la possibilité de s'extraire du réel jusqu'à 24 heures d'affilée, en écrivant rien que cela, il y a de quoi, en quelque sorte, cesser de regretter d'être né, si vous voyez ce que je veux dire. C'est très bienfaisant et c'est très salutaire. Donc ça, ce sont des choses dont on peut profiter quand on fait de la fiction. Et naturellement, les poètes en profitent aussi, à vos souhaits. Les poètes en profitent aussi, mais la différence, c'est qu'on ne peut pas écrire de la poésie 24 heures d'affilée. Ce sont des fulgurances. Ça fonctionne par... Les accès d'inspiration fonctionnent par moments beaucoup plus brefs que ça. Ce qui fait que les poètes n'ont pas le plaisir que les romanciers ont de pouvoir quitter le réel de façon totale pour des plages horaires extrêmement larges. Extrêmement larges. Pour en revenir à d'autres spécificités de la fiction a en commun avec les textes sacrés, avec les légendes, avec les contes et avec la poésie, la particularité, du moins quand elle est de bonne qualité, la fiction, d'être ambiguë et d'être polysémique. Autrement dit, de ne pas se limiter à un seul sens. Quand vous pensez aux paraboles bibliques, je pense que vous voyez tout de suite pourquoi elles sont polysémiques. On peut les commenter pendant des siècles, voire pendant des millénaires, sans être sûr de les avoir bien interprétées et d'avoir épuisé tout leur sens. Je vais vous donner un exemple pour vous aider à comprendre pourquoi, quand la fiction est bonne, c'est du même ordre. Si vous pensez au personnage de Don Quichotte chez Cervantes, il y a plusieurs façons de voir ce personnage quand vous lisez le roman. Vous pouvez vous dire, d'un certain point de vue, que c'est une espèce de grand naïf comique et que c'est un personnage quasi caricatural. D'un autre point de vue, vous pouvez vous dire que c'est quelqu'un qui retarde beaucoup sur ses contemporains, puisque à l'époque où il vit, dans l'espace-temps où il vit, tout le monde sait que la chevalerie n'existe plus,
qu'elle appartient au passé, et il est le seul, en quelque sorte, à avoir une tournure d'esprit assez archaïque pour n'avoir toujours pas compris que se faire chevalier dans l'espace-temps où il vit, c'est complètement impensable. Vous pouvez, d'un autre point de vue aussi, vous dire que ce personnage, c'est un autoportrait de Cervantes, déguisé sous des dehors cocasses, voire risibles. Encore d'un autre point de vue, vous pouvez vous dire que c'est un personnage qui, malgré ses travers et malgré ses ridicules, est fondamentalement admirable, parce que c'est l'équivalent d'un saint, quand vous y pensez. Et tous ces points de vue, vous êtes libre de les avoir, c'est-à-dire, Cervantes, il vous y autorise. Et vous pouvez, si vous le préférez, choisir un seul de ces points de vue, celui qui vous plaît le plus, ou bien, si vous le préférez, vous pouvez refuser de choisir, c'est-à-dire admettre que tous ces points de vue sont valables sur le personnage de Don Quichotte. Ça, c'est ce qui se passe quand un roman est vraiment de qualité. J'entends, par opposition avec les romans à thèse et les romans qui, à chaque page, vont vous seriner ce qu'il convient de penser de tel personnage et de telle opposition, la bonne fiction est toujours polysémique, tout comme les textes secrets sont toujours polysémiques, tout comme les contes et les légendes sont polysémiques, et la poésie aussi. Et ça aussi, pour moi, de mon point de vue personnel, ça crée l'un des avantages irremplaçables de la fiction par opposition avec le récit documentaire, un avantage dont je jouis à la fois quand j'écris, en veillant à ce que ça soit polysémique, et à la fois quand je lis les autres, en me délectant d'eux du côté polysémique de la grande littérature que je savoure et que je relis constamment. Une autre chose qui est très particulière et qui est propre à la fiction, vous avez certainement entendu parler, déjà quand vous étiez au collège, lors des cours de français, du fait que certains personnages sont des types sociaux, il y a la notion de types sociaux, et puis quand vous avez étudié peu ou prou les caractères de la Bruyère, le professeur qui vous les a fait étudier a dû vous dire qu'il s'agissait du type humain. C'est-à-dire, on a le type du paresseux, on a le type du vaniteux, etc. etc. Certes, ces choses-là existent, mais il y a une autre chose qui est propre à la fiction et dont on ne parle jamais au collège ni au lycée, c'est que la grande littérature, indépendamment du fait qu'on peut y trouver des types humains et des types sociaux, elle crée des archétypes. Quelle est la différence? La différence est subtile, mais elle est immense, c'est-à-dire seule la grande littérature crée des archétypes. Un exemple très pratique pour voir la différence, c'est Madame Bovary. Vous savez certainement qu'à l'origine, Flaubert a eu l'idée d'écrire Madame Bovary en tombant sur un fait divers qui concernait l'épouse suicidée d'un officier de santé. Et donc, le point de départ, c'était une histoire qui avait donné lieu à un article de presse. Ensemble. Il est tombé dessus, il a eu un accès d'inspiration et il a commencé à faire de la fiction, naturellement en s'éloignant toujours plus du fait divers d'origine. Donc, le fait divers, c'était quoi? C'était le point de départ réel et réaliste, au sens propre du terme, de la fiction. À partir de là, Flaubert a créé une fiction qui était suffisamment différente du fait divers pour qu'il puisse prononcer, on ne sait pas trop s'il l'a prononcé, mais certains témoins l'ont affirmé, la fameuse phrase « Madame Bovary, c'est moi ». Oui. La différence entre l'héroïne d'un simple fait divers de province et l'idée que Madame Bovary, c'est moi, Gustave Flaubert, déjà c'est une différence immense. C'est l'une des choses qui peuvent vous permettre de comprendre la différence entre le réel et l'archétype. À l'étape où il peut dire Madame Bovary, c'est moi, c'est que nous ne sommes plus du tout dans le contexte d'un fait divers, nous sommes dans le contexte de particularité de l'âme humaine que Flaubert reconnaît chez lui-même, indépendamment du fait qu'il les attribue à son héroïne, et ce qui fait que même s'il se moque dans maints passages du livre, il ironise au sujet d'Emma, et même s'il nous la montre avec tous ses travers, y compris son niveau intellectuel qui est tout sauf très élevé, parce qu'elle a du mal même à comprendre que son propre mari, qu'elle est censée connaître un tout petit peu,
est stupide et qu'il est absolument inapte à faire carrière, à l'étape où elle rêve de lui faire faire une brillante carrière de chirurgien, etc. etc. Donc c'est une femme qui n'est pas spécialement intelligente, qui n'a, objectivement parlant, rien de remarquable, qui est plutôt bornée qu'autre chose. Et cependant, Flaubert en arrive à une étape dans son écriture où il peut affirmer que Madame Bovary c'est lui-même. Autrement dit, il y a des choses dans le psychisme de Flaubert qu'il a transmises à son héroïne et qui lui permettent aussi de s'identifier à elle en écrivant. Le fait qu'elle soit une femme et que lui soit un homme, dans ce contexte, n'a pas la moindre importance parce qu'on s'approche déjà du niveau archétypal. Mais là où nous savons que le niveau archétypal est complètement atteint, encore une fois par opposition avec le type social et avec le type humain, c'est l'étape où les gens lisent Madame Bovary, depuis qu'elle a paru, des millions de gens à travers le monde l'ont lu. Et chacun de ceux qui l'ont lu, qu'ils soient enfants, adolescents, adultes, mâles ou femelles, a pu s'identifier avec elle. Sinon, du début à la fin du récit, du moins à une certaine étape. Ça, pour moi, c'est l'exemple. Naturellement, il n'y a pas que Madame Bovary. On a une kyrielle de chefs-d'œuvre qui donnent lieu au même phénomène. C'est l'exemple qui permet de distinguer l'archétype, ce qui devient archétypal, c'est-à-dire qui transcende de très loin le type humain et le type social. Ça permet de faire la différence entre ce qui est typique et ce qui est archétypal. Un autre exemple. Oscar Wilde disait, ce n'est pas l'art qui imite la vie, c'est la vie qui imite l'art. Il donnait divers exemples, je ne vais pas vous les citer tous parce que je n'aurai pas le temps, mais parmi les exemples qu'on peut donner pour illustrer cette thèse, et qui relève vraiment, elle aussi, elle repose sur le fait que le grand art est archétypal. Lui, il donnait un exemple visuel en disant que avant que Monet ne peigne des brouillards sur la scène, il n'y en avait pas. Parce que, à partir du moment où il les a peints, tout le monde a commencé à les remarquer. Alors qu'avant, il était le seul. En fait. Donc, les brouillards existent sur la scène à partir du moment où Monet a commencé à les peindre. Et il disait aussi que le plus grand regret de son existence, c'était la mort de Lucien de Rubempré. Sous-entendu, pour lui, elle était plus vraie que la mort de ses propres parents. Et moi, j'ajouterais à ceci une observation que je suis sûre plusieurs d'entre vous ont déjà pu faire par le passé. Quand vous pensez à un autre personnage de Balzac, Rastignac, dont le nom est passé dans le langage courant, on peut jurer, et je suis sûre qu'un historien doublé d'un sociologue pourrait vous faire une thèse très bien documentée sur le sujet, que, avant que Rastignac ne devienne célèbre en tant que personnage littéraire, il y avait beaucoup moins de Rastignac qu'il n'y en a eu par la suite. Parce qu'en fait, comme c'est un archétype, l'archétype inspire par excellence. Vous voyez, le type social n'inspire pas forcément. Le type humain, comme le paresseux ou l'avare ou quelque chose comme ça, généralement n'inspire pas du tout parce qu'il rebute. En revanche, l'archétype, qu'il soit positif ou négatif, inspire toujours. Pourquoi je dis qu'il soit positif ou négatif? Parce que vous avez plein de gens, de petits délinquants ou de grands criminels, qui s'inspirent des grands délinquants et criminels qu'ils ont pu voir au cinéma, ou bien dont ils ont pu lire les exploits dans les romans de genre. Vous voyez ? Donc, l'archétype, qu'il soit positif ou négatif, ça n'a strictement aucune importance. L'archétype inspire. Vous voyez ? Et l'archétype, encore une fois, est propre à l'art, quand il s'agit de peinture ou de musique, et quand il s'agit d'écriture, il est propre à la fiction. Il y a une dernière chose qui est propre à la fiction, et qui fait... Et là aussi, je suis sûre que vous avez tous cette expérience en tant que lecteur, mais peut-être que vous ne l'avez pas, peut-être que cette expérience, vous n'avez pas encore eu l'occasion de vraiment y réfléchir. Si vous prenez un roman comme L'Assommoir de Zola, tout ce qu'il vous raconte, ou presque, est répugnant et rebutant. Notamment les beuveries. Il y a plusieurs scènes de beuveries, et elles vont crescendo, et elles sont toujours plus dégoûtantes et plus dégradantes les unes que les autres. Et pourtant, quand nous les lisons, nous y trouvons une certaine forme de beauté, malgré leur laideur, et nous éprouvons du plaisir à les lire, c'est-à-dire que
En tant que lecteur, nous prenons du plaisir à ces horribles beuveries. Vous voyez ? Quand bien même nous n'avons pas la moindre envie d'atterrir dans l'espace-temps où Coupeau va à l'estaminet et boit jusqu'à rouler sous la table ou quelque chose de cet ordre-là, nous éprouvons quand même du plaisir en lisant ça. À quoi c'est dû ? C'est un tout petit peu comme l'histoire de l'archétype par opposition avec les types sociaux individuels. C'est dû au fait que la fiction transcende toujours la réalité d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que par le style. Ce qui fait qu'en fait, même les expériences les plus laides, quand vous les traitez sur le mode de la fiction, elles peuvent en quelque sorte transformer ce qui est laid, pas totalement bien entendu, mais au moins partiellement, elles peuvent pour ainsi dire transformer les étrons en or, oui, symboliquement parlant. Et ça aussi, ça fait partie des choses qui font que quand on fait de la fiction, on éprouve aussi ce plaisir de transcender la laideur ou l'horreur de l'existence. Maintenant, on va passer à l'étape suivante de la conférence, qui est beaucoup moins exaltante de mon point de vue personnel, et où je vais vous raconter certaines de mes misères liées à ce livre et au passage de la fiction au récit. Comme je vous le disais un petit peu tout à l'heure, avant d'entreprendre d'écrire ce livre, j'ai commencé en 2002 et ça m'a pris 16 ans au total, même si c'est un petit livre, je vous dirai tout à l'heure pourquoi ça m'a pris 16 ans au total. Avant de commencer à l'écrire, j'étais sincèrement, fondamentalement persuadée que toute ma vie durant, je ne ferais que de la fiction, indépendamment de la critique ou de la poésie, ou éventuellement des articles plus ou moins scientifiques, c'est-à-dire d'histoire de la littérature ou d'histoire du cinéma. Jamais l'idée ne m'était venue qu'un jour je ferais un récit documentaire et biographique, en l'occurrence sur la vie et la mort de ma mère, et si quelqu'un me l'avait prédit, je lui aurais ri à la figure. Vous voyez, pour moi c'était complètement impensable. D'abord pour les raisons que je vous ai exposées longuement jusqu'ici, c'est-à-dire parce que pour moi, écrire c'est faire de la fiction. C'est mon plaisir, c'est mon occupation vraiment la plus réjouissante et la plus importante de mon point de vue personnel. Et puis, c'est quelque chose dont je ne me lâche jamais, à condition d'avoir l'inspiration qui vient, qui ne vient pas quand on l'appelle, qui vient, l'esprit souffle là où il veut, donc l'inspiration, elle vient quand elle veut. Et donc, quand il a fallu que je passe de la fiction au récit biographique et documentaire, j'ai eu une longue période de tâtonnement déjà, avant de commencer à faire une ébauche digne de ce nom. Pourquoi ? Parce que la réponse est très brève. Parce que le récit documentaire et biographique, c'est l'exact contraire de tout ce que je vous ai dit à propos de la fiction. D'abord, on n'a aucune liberté, dans la mesure où on n'a pas le droit d'inventer. On est censé utiliser des faits, toujours des faits, rien que des faits. Ensuite, les personnages, on est obligé de s'en tenir à la connaissance plus ou moins factuelle qu'on avait d'eux. On ne peut pas les connaître de l'intérieur en les réinventant, comme on peut le faire avec des personnages de fiction. Et ensuite, pour peu que votre sujet ne soit pas agréable, ce qui était le cas, c'était un sujet tout sauf agréable, eh bien vous ne pouvez même pas transcender la peine que l'écriture vous cause en la dépassant, en la muant en beauté, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de créer des archétypes et il ne s'agit pas de transcender le laid en le transformant en beau, puisque vous ne pouvez pas faire de la fiction. Il y a une dernière chose qui est particulièrement désagréable pour quelqu'un qui est habitué à faire de la fiction, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure à propos de la construction d'un roman de 800 pages, quand vous faites de la fiction, sauf si vous remplissez des cases dans un plan, vous avez la totale liberté de changer d'intrigue, de changer le cours de l'action pour autant de personnages que bon vous semble. Quand vous faites un récit biographique, vous êtes bien obligé de passer par un certain nombre d'étapes. Certes, vous pouvez faire des ellipses par endroits, omettre certaines étapes de la vie de votre protagoniste, mais il faut bien fournir au lecteur un nombre d'informations suffisantes pour que le parcours de cette personne, en l'occurrence ma mère, lui devienne compréhensible. Autrement dit, vous n'êtes pas libre du tout, c'est-à-dire vous avez une marge minimale de liberté. Ce que j'ai trouvé en tâtonnant, en fait, parce que pour commencer, je ne comprenais absolument pas quelle marge de liberté je pouvais avoir. J'avais l'impression très déprimante que je n'en avais aucune, en fait.
en commençant à travailler sur Vision d'elle. Et très progressivement, au fil des années, j'ai fini par me rendre compte qu'en fait, j'avais, structurellement parlant, j'avais quand même une certaine marge de liberté, ce qui était vraiment bienvenu pour moi, qui consistait en fait, même si je ne pouvais pas modifier l'action, je pouvais quand même faire des sauts chronologiques en avant et en arrière, autant que je le souhaitais, autant que bon me semblait. Je pouvais aussi faire des effets de montage en rapprochant deux événements précis pour produire par exemple un effet de contraste plutôt qu'un effet de continuité. Et je pouvais aussi faire des effets de collage, ce qui n'est pas la même chose que l'effet de montage, en juxtaposant, en rappelant des événements que j'ai déjà évoqués par exemple au début du récit, très brièvement pour en juxtaposer 2 ou 3. Ça, c'est un effet de collage. Et en fait, c'est ce qui m'a le plus aidé à mener le travail à bien, la conscience que j'ai prise progressivement des possibilités que j'avais de varier les procédés au cours de l'écriture et de changer de structure. Si je ne pouvais pas changer d'intrigue, je pouvais changer de structure au fur et à mesure du récit et aussi souvent que je le souhaitais. Et comme ça fait déjà un long moment que vous m'écoutez, je vous propose de choisir entre 2 possibilités. Si vous voulez, vous pouvez voter. L'une des possibilités, c'est que je vous lise 2 brefs extraits. Maintenant, tout de suite. L'un du roman qui s'intitule La traversée des Alpes et l'autre du récit qui s'intitule Vision d'elle. Et l'autre possibilité, si vous le préférez, c'est que vous me posiez des questions maintenant et que je vous fasse une petite lecture plus tard. Donc, qui est pour la lecture tout de suite, levez la main. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, oui, majorité. Donc, nous allons faire tout de suite une petite lecture. Je commence par la traversée des Alpes, comme il se doit, c'est de la fiction. Dans la traversée des Alpes, dans l'extrait que je vais vous lire, il y a la narratrice qui est censée être moi, mais qui n'est pas tout à fait moi, parce qu'encore une fois, c'est un personnage de fiction, donc il y a plein de choses qui lui arrivent dans le roman et que je n'ai jamais vécu et vice-versa. Et il y a sa mère qui, dans le roman, s'appelle Minou. Alors, on ne sait pas du tout, jusqu'au bout du roman, le mystère reste entier. On ne sait pas si elle s'appelle vraiment Minou, comme Minou Drouet, par exemple, ou si c'est tout simplement son surnom, qu'on lui a donné quand elle était petite, ou bien que sa fille lui a donné quand sa fille était petite. Mais peu importe, donc dans le roman, Minou, c'est la mère de la narratrice. Et puis, il y a le personnage de la grand-mère qui est très très présente, beaucoup plus présente que la mère quand la narratrice est petite. Et la grand-mère, son prénom c'est Florence, mais elle a aussi une série de surnoms. Et ces 2 surnoms les plus importants, c'est la grande ours, ou l'ours tout court, et puis la sauvage. Donc, chaque fois que vous allez entendre dans la lecture l'ours ou la sauvage, vous saurez que c'est la grand-mère de la protagoniste. Et donc, dans ce passage, l'action se déroule du temps où la narratrice est enfant. En ce temps-là, Minou était ma mère des dimanches. En semaine, travaillant, elle sortait avant l'heure de mon lever et rentrait généralement quand je dormais déjà. Le samedi, elle préparait sa thèse à la Bibliothèque nationale, ce qui me faisait me demander, chaque fois que je l'entendais dire, pourquoi Minou ne grimpait pas sur celle de la maison, sur la bibliothèque de la maison, relativement basse et assez large pour qu'une personne de son volume puisse s'y allonger à plat ventre et lire tranquillement. Les dimanches, elle profitait de moi, comme disait l'ours, en m'emmenant au zoo, dans un jardin public ou, s'il faisait mauvais, chez des amis pourvus de petits-enfants, le plus souvent chez Rosa et Julia, ses copines du lycée. Tout compte fait, en 7 ans, nous ne passâmes qu'environ 400 jours ensemble, vacances comprises, et nos rapports eussent pu rester encore un certain temps hebdomadaire, sans 2 événements, par ordre chronologique, l'abandon de la thèse et l'abdication de Florence. Je reviendrai sur le premier en temps voulu. Quant au second, cela se passa ainsi. Un jour que je conversais avec 2 petites voisines, non loin de ma grand-mère qui s'occupait encore de préparer le repas, elle m'entendit, d'après ce qu'elle avoua par la suite,
débiter des dialectismes affreux, du genre qu'elle croyait ne plus jamais utiliser. Réalisant que je ne pouvais cependant pas les tenir de quelqu'un d'autre, elle mit du sel dans le dessert et passa le restant de la journée à trépigner, après m'avoir donné un livre pris au hasard parmi ceux de ma mère, assez gros pour que je ne risque pas de le finir avant l'heure du dîner. Je n'y compris rien, je ne parle pas du livre. Mais c'était là une astuce destinée à m'éviter autant que possible de l'entendre parler. Au coucher, Florence déclara que je pouvais aussi bien me passer de contes, d'un des 2 seuls contes cités plus haut qui échappait encore à mon mépris pour ce genre, et comme j'essayais de protester, elle eut recours à la menace suprême. Tu vas voir comment ta mère va te gronder quand je vais lui raconter. Car l'ours avait réussi, preuve ultime s'il en faut, de l'incomparable autorité qu'elle incarnait auprès de moi, qui m'eût fait croire que le feu glaçait si elle l'avait prétendu, à me convaincre que Minou pouvait devenir proprement terrifiante en se fâchant, vraiment, ce dont je n'osais jamais me faire donner un exemple. Il va de soi que grand-mère dit toujours vrai. Mieux vaut ne pas voir à quelle méduse maman peut ressembler quand elle le veut. Pour être précise, j'avais déjà une petite idée de l'aspect de Minou en colère, mais cela ne m'avait pas désabusé sur son potentiel gorgonesque. Ne riez pas, je n'étais pas complètement aveugle de candeur. Fâchée, ma petite mère des dimanches lançait au coupable, mâle ou femelle de n'importe quel âge, un regard qui aurait pu vous faire tomber à la renverse, voire en morceaux, s'il avait duré plus qu'un instant, et l'instant suffisait pour que je me sente, comme disait l'ours, plus basse que le niveau du sol pour le reste de la journée. Par surcroît, Minou m'était assez peu familière pour susciter l'idée qu'elle pouvait distribuer, au besoin, des punitions absolument atroces d'un genre que je ne saurais deviner. La phrase consacrée, qui n'avait jamais manqué de me calmer, fit donc son effet une fois de plus, vu que j'ignorais pour quelques jours encore qu'il y avait en réalité beaucoup moins à craindre du côté maternel que de celui de ma grand-mère dont j'avais déjà souvent subi les cris. Ayant refermé la porte de la chambre, Florence s'assit à la cuisine et pleura jusqu'à l'heure où Minou devait rentrer. Puis, l'entendant ouvrir la porte d'entrée, elle s'essuya les yeux, achevant ainsi le deuil de l'époque où nous fûmes inséparables. Elle abdiquait. Comme elle le déclara à sa fille quelques minutes plus tard, en conclusion du rapport concernant les dialectismes, la petite est devenue trop grande pour qu'on puisse l'exposer sans danger à l'influence d'une paysanne sauvage de mon espèce. Un propos qui devait rester inscrit dans l'histoire familiale et qui me fait venir les larmes aux yeux maintenant que je le relis. Et je vais vous lire un tout petit passage supplémentaire, la présentation de Minou, qui ne se trouve pas dans la même partie du livre, mais qui je pense, peut vous faire sentir la différence entre la fiction et le récit. Je ne vous ai pas bien présenté Minou, mon cher lecteur. Maintenant, cela s'impose. Bien que le personnage soit rétif à se laisser enfermer dans un portrait, faisant partie des êtres qui s'efforcent de toujours évoluer, comme elle disait, en vue de s'améliorer, étant dotés d'une insatisfaction constante et d'une jeunesse intérieure qui les empêche de jamais atteindre la maturité, comprenez la stagnation qui rend autrui facilement descriptible. Je pourrais bien sûr décrire Minou telle qu'elle n'est plus. Seule son apparence d'éternelle adolescente a peu changé avec le temps, rendant à peine croyable qu'elle puisse avoir une fille si vieille. Mais cela prolongerait trop cette digression, et puis la kyrielle de ces images inactuelles vous donnerait l'illusion de la connaître, au lieu de vous convaincre que ce n'est guère possible. D'autre part, même si Minou avait été facile à décrire, j'y aurais sans doute échoué. Les êtres qui nous demeurent proches, fussent-ils très loin et depuis longtemps, nous privent de la distance nécessaire pour les voir comme des personnages. Autant demander à un portraitiste de travailler les genoux collés à ceux de son modèle. Donc ça, c'était la traversée des Alpes. Maintenant, on sort de la fiction et on passe au récit biographique. La plus ancienne photo d'Annie ornait encore le buffet familial du temps de mon adolescence.
On y voyait un bébé rond et rieur, aux yeux noirs comme des olives, selon le commentaire attendri que sa mère faisait toujours en montrant cette image. Sur d'autres clichés, elle rit dans les bras de ses parents. Florence est rayonnante, quoique maigre et les traits creusés, depuis sa fausse couche, expliquait-elle. Dédé, menu et déjà chauve, s'abstient virilement de sourire, mais tout son aspect, visage, gestes et posture, exprime le contentement. Il n'aurait pas d'autres enfants. Pauvres et sûrs de le rester, ils jugeaient immoral de procréer d'abondance, comme leurs parents l'avaient fait. Leur fille resterait unique pour grandir et vivre mieux qu'eux-mêmes. Ce choix leur donnait le sentiment d'être des personnes évoluées, qui allaient de pair avec la vague conviction que les générations suivantes le seraient encore plus. Car les parents d'Annie, ce couple de petites gens incultes, croyaient à leur manière au progrès, le mythe de leur époque, tout aussi fermement qu'ils croyaient, par tradition ancestrale, que le sens de la vie, ce ne pouvait être rien d'autre que vivre, procréer et mourir, content d'avoir des petits-enfants, voire, récompense suprême pour le devoir existentiel bien accompli, mourir en se réjouissant d'avoir pu bercer même les enfants de ses petits-enfants. Si vous avez envie de poser des questions, je sais que c'est toujours difficile d'être le premier qui pose une question, mais si quelqu'un ose se risquer. Monsieur. Par rapport à la biographie de votre maman, moi j'ai vraiment envie que vous nous en disiez plus. Alors, ce que Isabelle Nemirovsky a dit tout à l'heure et que je trouve important à savoir, c'est que c'est quelqu'un qui est né, elle est née en 1947. Donc elle est née en Bulgarie, à Sofia en 1947. Donc elle a passé la majeure partie de sa vie, enfance, adolescence, vie d'adulte, sous un régime totalitaire. Ce genre de choses, malheureusement, ne va jamais sans conséquence, sauf pour les gens qui sont les bons citoyens du régime, autrement dit, prêts à se livrer à la délation, prêts à écraser autrui pour marcher dessus, pour faire carrière, etc., etc., etc. Tout ce qui fait un bon régime, un bon citoyen sous un régime totalitaire, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Donc, comme elle ne faisait pas partie des gens qui étaient de ce type psychique, et inévitablement, même si elle n'avait pas la vocation ou l'âme d'une dissidente, elle se retrouvait, si vous lisez le livre, vous allez voir comment, à plusieurs reprises, dans le collimateur des services secrets, ce que j'ai appris vraiment sur le tard, c'est-à-dire, j'ai mis des décennies, elle aurait pu mourir sans que je la prenne, en fait, si un jour, précisément parce que j'écrivais La Traversée des Alpes, je ne lui avais pas demandé de l'aide, elle adorait que je la consulte au profit de mes romans, en fait. Elle était toujours elle prenait une petite mine malicieusement autoparodique et malicieusement fière, qui revenait à dire, notez tous que Madame la mère de l'auteur va se rendre utile. En gros, c'est ça. Donc elle adorait, je la consultais régulièrement pour, dans un autre roman qui est là aussi, qui s'intitule À la rigueur. J'ai une protagoniste qui a passé une partie de son enfance et de son adolescence en Allemagne, et je l'avais consultée pendant que je l'écrivais sur diverses, comme elle était germaniste, je l'avais consultée sur diverses réalités germanophones, germaniques, etc., etc. Elle était absolument ravie que je daigne la consulter à ce sujet. Et quand j'écrivais à peu près un an avant sa mort, je n'avais pas encore fini d'écrire La Traversée des Alpes, et je lui ai demandé un jour, pour m'aider à développer un personnage, de m'expliquer comment il se faisait que elle, née dans une famille de gens qui ne réfléchissaient absolument pas par eux-mêmes, et dont le père était membre du Parti communiste qui plus est, et qui était un fervent admirateur de Staline et compagnie, grand zélateur du régime depuis toujours, et même après la chute du mur, dans la mesure où j'ai pu apprendre quel genre de propos il tenait indirectement depuis la chute du mur, je lui disais, mais comment ça se fait que toi, la fille d'un tel père et d'une mère qui ne faisait jamais qu'obéir, quand elle avait des consignes officielles, comment ça se fait que tu aies détesté le régime quand même assez tôt?
Et elle m'a dit, ah, mais alors, quand tu étais enfant, tu te rendais compte que je le détestais? Et je lui ai dit, mais oui, je me suis... Tu ne me l'as jamais dit, mais je l'ai toujours su, pour ainsi dire. Et elle m'a raconté quelque chose que je ne vais pas vous raconter maintenant, parce que c'est trop compliqué, parce que de toute façon, si vous lisez le livre, vous allez l'apprendre. Mais elle m'a raconté ça à peu près 1 an avant de mourir. Oui. Et si je ne lui avais pas demandé de l'aide pour de la fiction, en lui disant, explique-moi comment dans ton cas ça a été possible, eh bien, je n'aurais jamais su qu'elle était fichée depuis l'âge de 16 ans au service secret. Oui. Et ce qui m'amène aussi à quelque chose que j'ai très très souvent observé et que j'ai un peu exploité aussi dans le roman qui s'intitule À la rigueur, c'est qu'en fait, personne dans l'existence n'a autant intérêt à nous cacher ce qu'il ou elle est que nos propres parents. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Quand les gens vous parlent de secrets de famille, etc., comme si ça avait quelque chose d'étonnant qu'il y en ait, il faut se rappeler que nos propres parents, l'une de leurs premières missions dans l'existence, c'est de nous cacher qui ils sont. Et entre autres, qu'ils sont vulnérables. Parce qu'il faut bien nous donner l'illusion qu'ils sont aptes à nous protéger. Et le nombre de choses qu'ils nous cachent pour notre bien, dans certains cas, est incalculable. Et dans mon cas, si je n'avais pas été romancière, ma mère serait morte sans que je sache les choses qui ont déterminé à partir de l'âge de 16 ans toute son existence. Donc, c'est pour vous dire un petit peu quels sont les enjeux là-dedans. Ce livre, pourquoi je l'ai écrit par devoir filial et par devoir de témoignage. Ce livre, un petit peu, je l'ai fait aussi dans plusieurs romans, mais d'autres, de diverses autres façons, à travers la fiction. Mais c'était d'une part mon devoir filial envers elle, qu'elle n'ait pas vécu pour rien, c'est-à-dire qu'il reste un livre de son existence, et d'autre part, c'était mon devoir par rapport à toutes les victimes de ce régime totalitaire dont elle fait partie en définitive, même si elle est morte après la chute du mur, et aussi mon devoir à l'égard de quelqu'un dont je parle aussi, qui était un grand ami à elle, le grand poète bulgare Nicolae Kantchev, né en 1936 et mort en 2006, pour vous le situer, et qui était mon père spirituel. Je l'ai connu grâce à ma mère quand j'avais environ 5 ans. Et il m'a beaucoup conseillé, comme j'écrivais, comme je vous le disais tout à l'heure, depuis avant de savoir écrire, il m'a beaucoup conseillé pour m'aider à me former en tant qu'écrivain. Alors, comme il n'était pas romancier, naturellement, il me conseillait beaucoup plus pour ce qui concernait la poésie que pour ce qui concernait la prose. Il disait toujours, je ne comprends rien à la prose. Mais ce qui n'était pas vrai, naturellement, mais c'était sa façon d'être modeste. Mais c'est pour vous dire que j'ai connu, étant malheureusement née dans un pays totalitaire, et ayant malheureusement passé mon enfance et mon adolescence sous ce régime, même si par bonheur j'ai pu m'en tirer, beaucoup plus tôt que certaines autres personnes, j'ai eu le temps de voir comment ce régime pouvait détruire les gens, sans parler de ceux qui étaient en prison ou qui étaient carrément assassinés. Je veux dire, j'ai vu de près comment ce régime pouvait détruire des gens à petit feu, en les forçant, en leur rendant l'existence tellement pénible et tellement angoissante qu'ils n'avaient pas beaucoup de choix que entre boire pour supporter la situation, pour d'autres se droguer et pour d'autres encore se suicider, tôt ou tard. J'ai vu ça de très près, et si je n'avais pas pu quitter le pays, je n'aurais pas vécu, très certainement, je serais morte très jeune, je n'aurais certainement pas vécu aussi longtemps qu'il le fallait pour écrire ne serait-ce qu'un roman. Donc c'était aussi un peu, comme j'ai survécu, j'avais le devoir moral de m'occuper un peu de ceux qui ont été tués par le régime, notamment de ma mère, et un petit peu aussi de Nicolae Kantchev, qui avait une constitution de rocher, et qui est mort à 70 ans tout rond avant son 71e anniversaire. Pourquoi ? Parce qu'il a été pendant 14 ans interdit de publication et de travail, et parce que, naturellement, pour pouvoir supporter tout ça, toute la tension et toutes les convocations au service secret plutôt fréquentes que rares, etc., je ne vous fais pas un tableau, eh bien, il a bu comme un trou pendant près de 40 ans, pour pouvoir survivre moralement, c'est-à-dire pour éviter de se suicider.
Et c'est le genre de cas de figure que j'ai pu observer de près, enfant et adolescente. Il n'était pas le seul. J'en ai vu d'autres, je vous la fais brève, mais c'est pour vous dire que j'ai accompli, je suis très soulagée au bout de 16 ans d'avoir pu achever la chose, et encore plus soulagée de savoir que je l'ai publié, parce que, comme ça, si je meurs demain, j'ai accompli mon devoir filial, au sens propre comme au sens figuré. Vous voyez la chose, je n'avais pas envie de l'écrire, j'étais moralement obligée de l'écrire, et voilà. La corvée est finie, pour ainsi dire. J'ai fini par accomplir mon devoir filial, symboliquement et littéralement parlant. Et je suis très, très, c'est un grand fardeau qui m'est tombé des épaules, maintenant. Maintenant, le livre vit sa vie, vous voyez. Maintenant, il ne dépend plus de moi. Merci de votre attention.